Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 19h sur Al-Oula. C'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres de l'actualité de cette journée. La solidarité est maître mot de l'action du Royaume et des initiatives royales à chaque fois qu'un pays frère et ami en témoigne le besoin. L'hôpital militaire déployé à Beyrouth sur haute instruction royale est devenu la principale structure hospitalière de la capitale libanaise. L'hôpital est pluridisciplinaire. Exposés de plus en plus au Covid-19, les jeunes deviennent un vrai facteur à risque pour les personnes âgées. Pour certains, moins enclins à respecter les règles de prévention, ils représentent aujourd'hui 38% des victimes de la maladie. Nous verrons cela dans le reportage au service de réanimation du CHU Broucht à Casablanca. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé tard hier soir sa démission ainsi que la dissolution du Parlement et du gouvernement. Le Royaume du Maroc appelle à une transition civile pacifique. Composante essentielle de la dynamique de l'économie marocaine, le secteur de la pêche n'est pas épargné par les conséquences de la crise du Covid-19. Certaines filières du secteur peinent à tourner, c'est le cas notamment pour la filière céphalopodière, l'exemple dans la région d'Akhla ou Oued. À l'occasion de la commémoration de la Révolution du Roi et du Peuple, le grand événement historique commémoré le 20 août de chaque année, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume. Ces personnes sont au nombre de 550. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 472 détenus, dont 195 ont bénéficié de la grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion. 275 détenus ont bénéficié de la remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion et 2 détenus ont bénéficié de la commutation de la peine perpétuelle en peine à temps. Pour les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté, il s'agit au total de 78 personnes, dont 37 personnes ont bénéficié de la grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat, 3 personnes de la grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende et 38 personnes de la grâce sur la peine d'amende. L'hôpital militaire de campagne déployé sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Beyrouth est un gage d'amitié et de fraternité et de soutien à ce pays meurtri par la tragédie. Depuis le lancement des services de cette structure médicale le 10 août, près de 2000 personnes ayant bénéficié des prestations prodiguées par le personnel de l'hôpital expriment leur reconnaissance au Maroc, roi, gouvernement et peuple. Reportage depuis Beyrouth avec nos envoyés spéciaux Khalid Azdoun, Hassan Silla. Le commentaire est signé Iman Ablou. Un hôpital marocain de campagne au cœur de l'action. C'est l'une des principales composantes de l'aide humanitaire du Royaume au profit du Liban. Une aide précieuse en temps de sinistre et de pandémie. L'espace ne désemplit pas, comme ici à la pharmacie de l'hôpital, qui traite entre 500 et 600 ordonnances tous les jours. La pharmacie de l'hôpital joue un rôle vital. En tant que préparateur de médicaments, nous veillons à la préparation de tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins des patients qui affluent chez nous. Nous distribuons gracieusement les médicaments à tous les patients. Nous les accompagnons dans toutes les démarches et nous leur prodiguons les conseils nécessaires. On m'a consulté et après l'examen médical, il s'est avéré que j'avais besoin de me faire opérer. C'est chose faite, la prise en charge est irréprochable. Je viens de subir une opération, ça s'est très bien passé. J'ai eu tous les médicaments qu'il me fallait. Un grand merci à tous les soignants, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à tous les Marocains. Depuis sa mise en place ici à Beyrouth, cette structure médicale est au chevet des victimes de l'explosion. 150 personnes, toutes spécialités confondues, dont 45 médecins. Du pain béni pour une cité qui espère renaître de ses cendres.
L'hôpital marocain de campagne est très bien équipé. Il dispose de toutes les spécialités requises. Les blocs opératoires sont d'une grande qualité. Nous tenons à remercier tous les soignants qui ont fait montre d'un sens élevé de compétence et de professionnalisme. Ils sont réactifs, à l'écoute et accomplissent leur mission humanitaire avec beaucoup d'abnégation. Une mobilisation de tous les instants, face aux imprévus, à l'urgence sur un terrain de désolation où toute main tendue réussit à dessiner des sourires sur des visages reconnaissants. À présent, le point sur la situation épidémiologique du Covid-19 au Maroc. 1510 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 574 guérisons enregistrées au cours des dernières 24 heures, soit un taux de guérison de 68%. Et toujours un triste bilan concernant le nombre des victimes de cette pandémie. Au plan national, 29 nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24 heures. Et ce sont les jeunes qui représentent le plus des vecteurs potentiels de propagation du virus et en même temps des victimes potentielles de la virulence constatée du Covid-19. Moins enclins pour certains à respecter les règles de prévention, ils représentent aujourd'hui à Casablanca 38% des victimes de la maladie. Reportage au service de réanimation du CHU Brouge de Casablanca. Saïd El-Idrissi, Soufiane Ibrahimi, Aziz Ankmar et Sarah Katir. Il y a moins d'un mois, ce jeune homme âgé de 34 ans a perdu son père atteint de la Covid-19. Après 7 jours en unité de soins intensifs au CHU Ibn Rushd à Casablanca. Aujourd'hui, ce jeune homme est à son tour hospitalisé dans la même unité. Bien que bien portant et ne souffrant d'aucune maladie chronique, il présente un défaut d'oxygène à cause de la maladie et est placé sous ventilation non invasive. Je n'aurais jamais imaginé être dans cette situation. Il y a moins d'un mois, j'ai perdu mon père atteint de la Covid-19 après 7 jours de réanimation. Aujourd'hui, je suis dans le même combat. Ce virus ne disparaîtra que si on adopte les gestes barrières pour le stopper. La Covid-19 n'épargne personne, jeunes et moins jeunes, hommes, femmes et enfants. Tous les âges sont concernés. Et ici, au service des soins intensifs au CHU Ibn Rushd à Casablanca, les victimes sont aussi jeunes. Cette maladie n'épargne personne, qu'il soit jeune, qu'il soit adulte, qu'il soit vieux, femme enceinte, non enceinte, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. On vient de perdre une dame de 34 ans. Qui a séjourné ici en réanimation pendant 14 jours. Il est mort hier, tout le monde est déprimé aujourd'hui, les gens n'ont pas pu travailler. Tout le monde est déprimé. C'est vraiment déprimant. À côté de la charge de travail, au moment où il y a d'autres malades qui attendent les soins. La proportion de ces jeunes qui arrivent en réanimation augmente de plus en plus. On a aujourd'hui autour de 38% des sujets qui ont moins de 40 ans. Sans distinction d'âge, la Covid-19 tue, même les personnes ne pensant pas être à risque. La solution, c'est l'adoption des gestes barrières. Il faut prendre les mesures nécessaires. Les mesures sont très simples. Mettre la bavette, la mettre correctement. Et bien sûr, éviter prendre les mesures de distanciation. C'est vraiment très simple. Et ça permet d'éviter ça. Ça permet d'en arriver là. Braver ces instructions fait non seulement monter le risque de contamination, mais expose aussi notre vie et celle de nos proches à un danger certain. L'inconscience et l'ignorance de la situation sanitaire et des gestes de prévention ne sont plus tolérés. L'heure est grave et chacun de nous est responsable. Et puis cette information, ou plutôt cette bonne nouvelle pour les affiliés de la CNOPS, la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale. Un communiqué commun du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et de la CNOPS précise qu'il a été décidé de procéder au remboursement des frais des prestations diagnostiques et thérapeutiques liées à la pandémie de la Covid-19. Une réunion sera d'ailleurs tenue la semaine prochaine par la CNOPS pour examiner les modalités de ces remboursements des frais de prestations médicales liées à la pandémie de la Covid-19.
Pour casser les chaînes de propagation du Covid-19, eh bien, des campagnes de sensibilisation se multiplient à travers le royaume, mobilisant des éléments des autorités locales et provinciales et des associations de la société civile. Menées en coopération avec le Croissant Rouge marocain, ces campagnes visent à sensibiliser les citoyens au danger de la propagation du coronavirus avec distribution de masques de protection aux citoyens. Exemple à Fès, où la situation est critique, sinon alarmante. Zakaria Moukimbil. Munis de haut-parleurs et distribuant des masques de protection à volonté, des acteurs associatifs, des représentants du Croissant Rouge marocain et des agents des autorités locales sillonnent les rues du quartier Ouinet el-Hajjaj à Fès. Circonstance oblige, le convoi est imposant. Les passants sont avertis quant au danger de se balader sans porter de masque. Nous prenons part en tant qu'acteurs associatifs à cette campagne de sensibilisation organisée à l'arrondissement Seyss. Autorités locales, sociétés civiles et sûreté nationale sont mobilisées pour réussir cette opération. Les agents d'autorité viennent à la rencontre des habitants. C'est réjouissant. Il est nécessaire de diffuser des messages de prévention car le Covid-19 est dangereux. Dans la rue, les contrevenants sont approchés et avertis par les agents d'autorité. Le temps se veut convivial et sensibilisant. L'objectif est de convaincre les passants à adopter les bons gestes. Nous prenons part à cet événement afin de sensibiliser les citoyens sur le danger de la pandémie. En ces circonstances difficiles, la prudence est de rigueur. Il faut respecter la distance de sécurité, se laver les mains avec de l'eau et du savon, porter le masque de protection et ne se déplacer qu'en cas de besoin. À Fès et dans d'autres villes du royaume, plusieurs quartiers sont bouclés en raison de la gravité de la situation épidémiologique, alors que le nombre de cas positifs ne cesse de croître. Voilà pour le dossier Covid-19. La mission d'enquête indépendante de l'ONU sur la Libye sera présidée par l'ancien ministre et diplomate Mohamed Aoujar, a indiqué aujourd'hui un communiqué du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La mission a été créée par le Conseil des droits de l'homme le 22 juin dernier pour documenter les allégations de violation du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire par toutes les parties en Libye depuis 2016, précise le communiqué du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La situation au Mali qui domine donc l'actualité aujourd'hui. Le Royaume du Maroc suit de près l'évolution de cette situation qui vient à la suite de plusieurs semaines de tensions politiques et sociales. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Royaume du Maroc appelle toutes les parties et forces vives maliennes à privilégier l'intérêt supérieur du pays, sa stabilité, ainsi que la quiétude et les aspirations de son peuple, a précisé le ministère dans un communiqué. Le Royaume du Maroc appelle à une transition civile pacifique permettant un retour rapide et encadré à l'ordre constitutionnel, ajoute le ministère, soulignant que le Royaume du Maroc est entièrement confiant que les frères maliens sauront faire preuve de sens de la responsabilité et puiser dans les valeurs de paix et de concorde nationale enracinées en eux afin de restaurer la sérénité et la stabilité du Mali auprès duquel le Royaume du Maroc fut et demeure engagé. On reste avec le dossier malien. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé tard hier soir sa démission ainsi que la dissolution du Parlement et du gouvernement. C'était lors d'une allocution diffusée par la télévision publique malienne. Le calme régnait aujourd'hui à Bamako qui portait encore les stigmates des troubles au lendemain du coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, un coup d'État condamné d'ailleurs par la communauté internationale. Le point de la situation avec Iman Eblo. Dans la nuit, sur les ondes de l'ORTM, la radio-télévision nationale malienne, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, annonce sa démission et déclare la dissolution de l'Assemblée nationale et celle de son gouvernement. Vous dire ma décision de quitter mes fonctions
toutes mes fonctions à partir de ce moment. 3 heures plus tard, 3h40 locales, le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air apparaît aux côtés d'hommes en uniforme. Il déclare que les militaires tiennent à la stabilité du pays et à l'organisation dans des délais raisonnables d'élections générales. Nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Un peu plus tôt ce jour, des soldats tirent des coups de feu dans le grand camp militaire de la ville garnison de Kati dans la proche banlieue de Bamako. C'est de ce lieu qu'était parti le coup d'État de 2012. La zone est bouclée depuis plusieurs heures. Les mutins prennent ensuite le contrôle du camp et des rues adjacentes avant de se diriger en convoi vers le centre de la capitale. Dans Bamako, ils ont été acclamés par des manifestants rassemblés pour réclamer le départ du chef de l'État aux abords de la place de l'Indépendance, épicentre de la contestation qui ébranle le pays depuis plusieurs mois avant de se diriger vers la résidence du président Keïta. Ce matin, le calme règne à Bamako qui porte encore les stigmates du putsch, condamné par la communauté internationale, inquiète de l'aggravation de la crise au Mali, déjà en proie aux violences djihadistes. Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja gesagt, die Soldaten sind. Nous condamnons le putsch militaire au Mali. Nous souhaitons que l'ordre soit rétabli au plus vite. Nous devons garder à l'esprit l'incontournable lutte contre le terrorisme qui ne doit pas faiblir. Nous appuyons tous les efforts visant à trouver une solution politique à cette crise. Beobachten wir die Lage natürlich sehr. Nous appelons les différentes parties au Mali à la retenue, à privilégier la piste du dialogue et à respecter les fondamentaux de l'État et l'intérêt du peuple. Face aux divergences, la voie du dialogue et de la consultation doit primer. Pour l'heure, les putschistes ont annoncé la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu, tout en rassurant la communauté internationale sur ses intentions. Tous les accords passés seront respectés. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence. Une réunion à huis clos à la demande de la France et du Niger, qui préside actuellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et nous venons de l'apprendre, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé ce soir la suspension du Mali de l'organisation panafricaine jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. À l'international, toujours, la campagne présidentielle américaine rentre dans le vif du sujet. Joe Biden, officiellement investi par le Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, lors de la deuxième journée de la convention du parti organisée à Milwaukee, dans le nord du pays, de ce vaste pays fédéral. De manière virtuelle, pandémie oblige, l'ancien vice-président a été choisi par la majorité des délégués démocrates pour affronter le républicain Donald Trump. Joe Biden, 77 ans, doit effectuer son discours de nomination demain en clôture de la convention démocrate. La soirée a été marquée par les interventions des anciens présidents Jimmy Carter et Bill Clinton qui ont sévèrement critiqué la politique de Donald Trump. On revient chez nous, les températures, et là on parle météo, vont monter, les températures vont monter d'un cran demain et ce jusqu'à dimanche. Ainsi, des températures allant de 42 à 47 degrés sont attendues dans les provinces de Rachidia, Zagora, Tata, Essazzag, Smara, Boujdour, Oueddahab et Teroudant. C'est ce qu'indique la Direction générale de la météorologie. 39 et 42 degrés sont prévus pendant la même période à Fqi Ben Salah, Bni Mellel, Khouribga, Nifra, Qalat Sragna, Taounet, Figuig, Boulmen, Gersif, Jarada, Fez et Moulay Yaqoub. Et puis des températures aussi entre 40 et 44 degrés sont prévues samedi et dimanche dans les provinces d'Agadir et d'Outanen, Inzgan, Eit Melloul, Tiznit, Sidi Ifni, Gelmim, Tantan, Souera, l'intérieur, Marrakech, Rahamna, Stat et Youssoufia. Et puis, bien entendu, restez à l'ombre s'il fait trop chaud. Un chiffre, 5,4%, c'est le taux de croissance économique que vise le projet de loi de finances 2021
contre moins 5% cette année 2020. Cette prévision est basée sur 3 priorités, à savoir la mise en œuvre du plan de relance de l'économie nationale, la généralisation de la couverture sociale et la mise en œuvre de l'exemplarité de l'État, et tient compte de la conjoncture nationale et internationale marquée par les répercussions de la crise du Covid-19, selon une circulaire du chef du gouvernement relative à l'élaboration du PLF 2021. La note se base aussi sur l'hypothèse d'un prix moyen du gaz butane à $350 la tonne et d'une récolte céréalière moyenne de l'ordre de 70 millions de quintaux. Composante essentielle de la dynamique de l'économie marocaine, le secteur de la pêche. Il n'est pas épargné par les conséquences de la crise de Covid-19. Certaines filières du secteur peinent à tourner avec des conséquences sur l'emploi, sur la production et la transformation des produits de la mer, mais surtout sur leur capacité à l'export. C'est le cas notamment pour la filière céphalopodière. L'exemple dans la région d'Akhla Oued Dahab, dans ce reportage de Abdelghani Jbar Al-Arbi Nihiri avec le commentaire de Mohamed Aitleshkar. Jusqu'à 600 000 tonnes de poissons traités annuellement au niveau de la région d'Akhla Oued Dahab, grâce à une importante flotte qui représente presque le quart de la flotte globale au Maroc, et grâce également à tout un réseau performant d'unités industrielles de transformation et de congélation, près de 90 dans la seule ville de Dakhla. Cette filière est impactée par la crise sanitaire, mais à différents degrés. Le poulpe, par exemple, il a été fortement impacté à l'export. Il y a une crise à l'export, mais nous demeurons confiants en l'avenir. L'export du poulpe en tant que produit de la pêche est directement lié à l'activité touristique au plan mondial. Apparemment, seul le poulpe est négativement impacté. Au moment où les poissons pélagiques continuent de faire recette, ils s'exportent toujours bien sur le marché européen. Effectivement, certains produits ont été impactés négativement, mais d'autres sont toujours prisés. Ce sont les marchés d'exportation qui ont plutôt changé. Certains ont disparu, d'autres les ont remplacés. L'équilibre est toujours là. Nous avons donc continué à travailler presque normalement malgré la crise. La région d'Akhla Oued Dahab a enregistré à elle seule l'année dernière 47% du volume de production nationale des produits de la pêche et 34% de la valeur des transactions. Et avant de nous quitter, ce communiqué du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie qui annonce qu'à l'occasion du 67e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressera un discours à son peuple fidèle. Le discours royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision marocaine à 21h. Ce sera demain, jeudi 20 août 2020. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula à 21h. Une excellente soirée.